Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Présidentielle du 31 octobre 2020, la campagne électorale se poursuit, 6e jour. À la conquête des voix des 7,4 millions d'électeurs, les candidats sont sur le terrain. Lancement d'une web TV pour le candidat indépendant Kwadwo Konan-Bertin, rencontre avec le patronat pour le RHDP. Le National Democratic Institute entend apporter son expertise et son assistance pour le bon déroulement du scrutin de ce 31 octobre. Une délégation du NDI échange avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle s'imprègne du processus en cours pour des élections apaisées. Un appel au calme et au dialogue est lancé. Des actes de violence dans des quartiers ici à Abidjan comme à Nono, Yopougon, Port-Boué. Les auteurs interpellés par la police, ils sont une vingtaine qui seront face au parquet d'Abidjan pour perturbation de cours, pose de barricades, agression et destruction de biens. Le secteur agricole, comme tous les domaines, la Covid-19 est passée par là. Les activités impactées dans la ville de Bonon. Un jeune aviculteur multiplie les initiatives pour relancer son business. Le dossier à suivre dans ce journal. Nous sommes mardi 20 octobre, 6e jour de la campagne électorale sur le terrain. Depuis le début, les candidats multiplient les rencontres, des échanges avec les populations pour expliquer leurs projets. On fait le point de ce jour. Le candidat indépendant Kwadwo Konan-Bertin a procédé ce mardi matin au lancement de sa web TV, un canal pour suivre les activités et les détails sur le projet du candidat. Flora Baloguei. Le candidat à la présidentielle, Kwadwo Konan-Bertin, a présenté officiellement sa télévision en ligne, la KKB TV. Cette web TV se veut un instrument de communication supplémentaire qui devra booster les actions terrain du candidat président et le conduire à la victoire à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Cette télévision en ligne propose à ceux qui l'adoptent un programme qui se subdivise en 4 rubriques. Ce sont KKB Mon Histoire, qui parle de la vie du candidat, de son parcours politique. KKB Retro, un espace consacré aux rétrospectives des visites de travail et d'échange du candidat avec différentes personnalités politiques. Les internautes pourront également suivre l'émission KKB Chez vous, dans laquelle le candidat Kwadwo Konan-Bertin part à la rencontre des populations ivoiriennes. Suivront l'invité du jour et le journal en ligne. À l'issue de la visite des locaux de la KKB TV et de la présentation de ce site web, le candidat indépendant Kwadwo Konan-Bertin s'est prêté à un exercice de questions-réponses. Sur les violences qui ont cours en ce moment dans le pays, KKB réagit. J'ai fait le choix de la cohérence. Et j'ai fait le choix de la stabilité. J'ai fait le choix de la paix. En 1995, il y a eu le boycott actif organisé par Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On n'a pas tiré les leçons pour donner à la Côte d'Ivoire des instruments fiables pour 2000. Laurent Gbagbo en a profité, il a battu Robert Gueye. Alors même que le pays était coupé en deux, que des Ivoiriens tenaient des armes, on est allé aux élections sans que les conditions ne soient réunies. Mais pourquoi on ne peut pas donc se saisir de notre intelligence pour conduire les débats politiques ivoiriens? Comment pense-t-on que parce qu'un président appartient à une tribu, c'est seulement les membres de cette tribu qui doivent avoir accès au travail dans ce pays? Depuis quand on a vu ça? Ces pratiques-là doivent prendre fin. Bâtir une nation une et prospère. Faire en sorte que les Ivoiriens se reconsidèrent à nouveau comme appartenant à une même communauté de destin. Il y a des débats plus sérieux que de rester chaque fois dans des crises d'ego pro Bédié, pro Gbagbo, pro Ouattara. Mais ça suffit, il n'y a pas que ça dans ce pays. Si les Ivoiriens, dans un sursaut, viennent voter massivement le 31 octobre pour Kwadwo Konan-Bertin, puisque nous serons 2, ils ne veulent pas de Ouattara. Mais je suis leur solution. Le candidat indépendant Kwadwo Konan-Bertin tient en ce moment un meeting dans la commune de Yopougon.
Le ministre d'État Patrick Achi a représenté le candidat Alassane Ouattara. Il était l'invité de la tribune face au patronat de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Avec les hommes d'affaires, ils ont échangé sur le nouveau programme du RHDP concernant le secteur privé au cours des 5 prochaines années. Viviane Aimé. Après le retour de la croissance économique enregistrée durant les 9 années de gouvernance du président Alassane Ouattara, il apparaît essentiel désormais de pérenniser cet acquis en le multipliant. Le ministre d'État Patrick Achi, représentant le candidat du RHDP, était ce lundi devant le patronat ivoirien, accompagné de tous les ministres en charge des différents secteurs de l'économie pour présenter la nouvelle stratégie du RHDP pour maintenir le cap de la croissance et accroître de manière exponentielle la richesse nationale. Ce nouveau schéma de développement accorde une place déterminante au secteur privé, mais l'État joue ici un rôle d'acteur majeur. Et regardons justement ces personnes qui étaient en même temps que nous et qui sont allées plus vite, qui ont suivi des courbes de trajectoire qui sont pratiquement exponentielles et avec lesquelles, à un certain moment, pour je dirais des raisons diverses, notre trajectoire a déconnecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous nous sommes rendus compte d'une chose, somme toute évidente, c'est que, bien sûr, le secteur privé est bien le moteur de la croissance dans ces pays. Et c'est bien le secteur privé qui a tiré cette croissance-là, mais le secteur privé ne s'est pas développé, je dirais, par un coup de baguette magique. L'État a été un chef d'orchestre. L'État a identifié les secteurs stratégiques porteurs de croissance durable et inclusive. L'État s'est assuré que des acteurs soient effectivement intéressés à ces secteurs. L'État s'est assuré que les infrastructures nécessaires à ce développement soient présentes. L'État s'est assuré que le capital humain et la technologie nécessaires soient présents. L'État s'est assuré que le crédit soit disponible et accessible. Et l'État a été aussi loin que s'assurer que les marchés existaient et qu'en conséquence, on pouvait le développer. L'État ne s'est pas uniquement contenté de mettre en place un dispositif d'incitation fiscale et a attendu que des gens intéressés ici et là d'un pays ou un autre arrivent. Cette nouvelle stratégie de développement que le RHDP entend promouvoir sur les 10 années à venir permettra d'accroître la production nationale, de passer à une économie de transformation de nos matières premières agricoles, de multiplier les emplois, d'améliorer les revenus des populations. Ces retombées sont énormes, comme l'a démontré le ministre Patrick Achi. La réussite de sa mise en œuvre propulsera la Côte d'Ivoire définitivement dans la voie du développement et c'est là le nouveau challenge que propose le RHDP aux Ivoiriens ambitieux du devenir de leur pays. Le National Democratic Institute suit le processus électoral en Côte d'Ivoire. Une délégation du NDI échange avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est venue s'imprégner des procédures mises en place par le gouvernement pour des élections apaisées. L'organisme lance un appel aux acteurs politiques. Alexis Ouedraogo. Après la mission de suivi de la CEDEAO, le chef du gouvernement a reçu mardi à la primature une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Alors nous avons pu briefer le Premier ministre sur l'ensemble de nos activités par rapport au renforcement de la cohésion sociale, par rapport à la lutte contre la désinformation et par rapport aussi à l'observation nationale que nous comptons faire en appui aux organisations de la société civile ivoirienne. L'Institut s'est aussi penché sur les violences constatées ces derniers jours dans le pays. Il était important que nous évoquions ces questions pour nous imprégner des mesures que le gouvernement est en train d'entreprendre pour que le calme revienne, pour que le dialogue soit renforcé et maintenu avec les autres acteurs politiques et que tout le monde puisse se retrouver dans ce processus pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le NDI appuie et accompagne la Côte d'Ivoire depuis de longues années dans la consolidation de la démocratie.
La commission électorale indépendante déploie ses superviseurs dans les régions du pays. Celui de Gbeke vient de prendre contact avec les acteurs de cette présidentielle dans la localité. La rencontre s'est déroulée à Bouaké. Il invite à retirer les cartes d'électeurs. Charles Tatou. Présidentielle du 31 octobre 2020, la commission électorale indépendante CEI prend déjà des dispositions pour la réussite du scrutin. Elle déploie ses superviseurs dans les régions du pays. Le superviseur régional en charge de la région de Gbeke vient d'avoir une séance de prise de contact avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le mode de distribution des cartes d'électeurs expliqué par Kwame Adjoumani Pierre. Il invite les électeurs non encore en possession de leur carte d'électeur à venir les retirer. Nous sommes venus dans cette région pour sensibiliser la couche représentative au niveau du Gbeke, pour leur dire que nous sommes là et que le processus avance bien. Et il faut aller retirer d'abord les cartes d'électeurs qui se trouvent dans les différents lieux de vote. Et ça a été une préoccupation majeure des partis politiques qui avaient souhaité que la CEI puisse permettre à ce que la diffusion se fasse dans les lieux d'enregistrement des électeurs. Les retardataires ne seront pas pénalisés. Les cartes qui ne seront pas retirées seront remises le jour J, c'est-à-dire le jour du vote. Celui qui a été enrôlé dans un bureau de vote B01 va dans ce bureau de vote B01, trouvera avec, bien entendu, sa carte d'identité ou la carte attestation de l'ONICI. Il présente ça à l'agent du bureau de vote et on va lui remettre sa carte d'électeur pour qu'il puisse voter librement. Pour sa mission de superviseur, Kwame Adjoumani sera à cheval sur 3 régions. Outre le Gbeke, il supervisera également les régions du Tonkpi et du Bélier. Et l'une des étapes du processus électoral, c'est le retrait des cartes d'électeurs. L'opération qui devait prendre fin ce mardi continue jusqu'au dimanche 25 octobre. C'est ce qu'a dit un communiqué de la commission électorale indépendante, lu aujourd'hui au journal de 13h, présenté par Juliette Ouéa. Je vous propose d'écouter. Communiqué de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, que le délai de distribution des cartes d'électeurs est prorogé jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 sur le territoire national et à l'étranger dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONECI ou l'ex-ONI. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. La commission électorale indépendante précise par ailleurs que chaque commission électorale locale a pris les mesures idoines en concertation avec les autorités en charge de la sécurité pour réorganiser les centres de retrait. Elle communiquera aux électeurs concernés la liste des centres de retrait. Les centres de retrait resteront ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h30 à 13h et de 14h à 17h30. Fait à Abidjan le 19 octobre 2020 pour le président et par ordre le secrétaire permanent. La diaspora en Europe et la société civile africaine apportent leur contribution pour un environnement électoral paisible. Elles ont rencontré hier le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. L'objectif de cette mission est d'écouter tous les acteurs politiques et candidats pour un consensus sur la préservation de la paix. Jean-Marc Tiadji. Monsieur le Président, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora et de la société civile africaine au siège du Front populaire ivoirien. Objectif, entamer un dialogue direct avec Pascal Affi-N'Guessan, président de ce parti, afin de trouver un accord minimum pour des élections apaisées. Nous disons que nous ne sommes pas d'abord tombés à une crise parce qu'il y a toujours des possibilités pour sortir de cette crise-là. Donc, il est important d'écouter l'opposition,
le candidat de FPI, le président Afingissa. Nous avons pu échanger de tout ce qui est comme l'élection. Il faut prendre aussi en considération et ce que le président et le candidat Pascal Afingissa a aussi dit. Nous souhaiterons que ces élections vraiment soient de façon apaisée. La délégation de la diaspora africaine, dirigée par Edem Kodjo Komlan, prévoit échanger avec tous les acteurs politiques et candidats retenus par le Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020 à une séance de travail placée sous la présidence effective de M. le Premier ministre le mercredi 21 octobre 2020 à 11h dans la salle C de la primature. Cette rencontre est consécutive à la visite effectuée en Côte d'Ivoire du 17 au 19 octobre 2020 par la mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter par 2 personnes. C'est fait à Abidjan le 20 octobre, signé Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Les guides religieux se prononcent sur la situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques lance un message de cohésion sociale. C'est à Grand Bassam, lors d'une session extraordinaire, qu'ils ont fait la déclaration exhortant à la paix dans le pays. Mamadou Kwasi. La situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire constitue une véritable préoccupation pour la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Réunis en session extraordinaire de la ville de Grand Bassam, ces responsables des églises pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont prié pour la paix. Une rencontre présidée par l'archevêque Guy Vincent Kodja, à l'issue de laquelle une déclaration a été faite. Faisons de la paix la priorité. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire appelle la classe politique à cultiver un esprit de dialogue et de retenue au cours de cette période électorale si sensible. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, dans sa quête de paix et de stabilité, se donne pour mission, dans les jours à venir, de rencontrer les différents partis politiques et institutions du pays, tout en recommandant à tous de désarmer les cœurs. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire prie que la bonté de Dieu nous maintienne dans sa grâce et son secours pour une Côte d'Ivoire au lendemain heureux. Cette rencontre des évêques pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire arrive après celle tenue avec le Premier ministre de la commune de Yopougon. Une détermination des églises à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire, surtout en cette période électorale. Les musulmans sont aussi en prière pour des élections apaisées. C'est demain la fête du Maoulid, un événement qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Le Conseil supérieur des imams a fait une déclaration. Le COSIM appelle la communauté musulmane à prier pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Konepa Gassoro. Treichville, siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux et responsables du COSIM. Leur présence l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid, commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du mercredi 28 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Le Maoulid, nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Ils sont aussi exhortés à sensibiliser l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Que chaque musulman,
que chaque musulman s'élève matériellement et pratiquement pour jouer son rôle de citoyen, participer aux sensibilisations, dire aux gens de ne pas se faire des palabres, que Dieu fasse que ces élections se passent dans l'apaisement, sans violence. Les responsables du COSIM demandent aux hommes de Dieu de mettre à profit cette nuit du Maoulid pour sensibiliser les fidèles à être des artisans de paix, de cohésion et de non-violence. Le mercredi 28 octobre, donc la fête du Maoulid qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Sur les violences de ces derniers jours, il y en a eu à Nono, Yopougon, à Bobo, Port-Boué et à Djamé. La police interpelle une vingtaine de personnes. Ces individus seront face au parquet d'Abidjan pour répondre des faits de perturbation de coups, agression et destruction de biens. Abou Sanogo. La police nationale met hors d'état de nuire des individus dans le district d'Abidjan et dans la ville de Sikinsi. Une vingtaine de casseurs dont une jeune fille interpellée. La plupart à Anono, dans la commune de Cocody. Il leur a reproché les faits de pose de barricades, d'agression sur les forces de l'ordre et de destruction des biens publics et des biens privés. Dans la commune de Yopougon, un perturbateur de coups a été pris. Outre la commune de Yopougon, celle d'Adjamé a aussi connu des perturbations. Un élève a été interpellé avec une arme blanche. Comme lui, 3 autres perturbateurs de coups ont été pris dans la commune de Port-Boué. Dans la commune d'Abobo, un individu ici sur les rangs a été interpellé pour perturbation de cours, agression d'agents de la CEI à l'arme blanche et vol de cartes d'électeurs. Un autre avait pour mission d'empêcher la distribution des cartes d'électeurs dans un autre centre de la commune d'Abobo. À Sikinsi, 5 ont été interpellés pour pose de barricades et de destruction des biens publics et biens privés. Tous ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Dans 24 mois, c'est la fin du calvaire des populations du Grand Laou. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, donne le coup d'envoi des travaux d'alimentation d'eau potable de la ville. 11 milliards de francs CFA d'investissement pour réaliser un château d'eau et équipement de nouveaux forages. Eugène Atoubé. Le coup de pelle de toutes les attentes et sans doute aussi de l'espoir, avec la tombée de la pluie sur Grand Laou en ce jour particulier. Le lancement des travaux de renforcement de l'offre en eau potable dans cette localité. Les problèmes d'eau étaient vraiment pitoyables. Présentement, là, on n'a pas su qu'il allait avoir quand même une cérémonie pour l'accès d'eau. Mais aujourd'hui matin, vraiment, nous sommes émus d'avoir cette eau. Donc nous sommes vraiment contentes. Nos parents attendaient cet événement de l'eau depuis très longtemps. On ne pouvait pas comprendre que Grand Laou, qui est la cité ou le département où il y a toutes les eaux aujourd'hui, cette cité des 3 eaux, je pense qu'elle est en train de rêver à mériter vraiment ce nom-là. Dans 24 mois, les populations auront vraiment de l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, accompagné de son collègue Claude Isaac Kadé, a annoncé aux populations de Grand Laou de bonnes perspectives. De nouveaux forages y seront construits, ainsi qu'un château d'eau d'une capacité de 800 m3 jour, le tout estimé à 11 milliards de francs CFA. La vision de son Excellence Alassane Ouattara est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Ce projet que nous réalisons va nous permettre de tourner définitivement le dos aux difficultés que vous avez eues hier. Ces difficultés, nous le savons, sont portées généralement par les femmes et par les jeunes filles qui assurent la corvée de l'eau. 12 autres villes de l'intérieur du pays sont concernées par le projet Eau potable pour tous, projet qui participe du programme social du gouvernement. Le tour de l'actualité en région, c'est aussi cette bonne nouvelle. Pour les étudiants de Korogo, la cité universitaire et le restaurant sont fonctionnels. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, remet les clés, le Wi-Fi pour une connexion illimitée, des investissements pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants de l'université Peleforogon Koulibaly. Mamadou Kwasi. L'université Peleforogon Koulibaly de Korogo dispose désormais de sa cité et de son restaurant universitaire. Des infrastructures modernes pour améliorer les conditions d'apprentissage et de vie des étudiants de cette université. Ce sont 5 bâtiments de haut standing avec toutes les commodités pour une vie en cité agréable et sécurisée. En plus, les étudiants de l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo bénéficient gratuitement d'un accès illimité au Wi-Fi pour des travaux de recherche. De chez moi, Petit Paris, à l'université, c'est près de 500 francs de transport. Et puis le déplacement, ce n'est pas évident avec les accidents.
Mais aujourd'hui, nous sommes en cité, ça facilite beaucoup la tâche. Parce qu'ici, on arrive également à pouvoir être à l'heure au cours. On arrive également à pouvoir se concentrer sur les études. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous saluons également l'initiative du gouvernement qui nous donne de pouvoir avoir une cité là où pouvoir se concentrer sur les études. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a permis au monde universitaire de Korogo de rendre hommage à Feu Amadou Gon Coulibaly, porteur de ces différents projets, et ce, en présence des représentants de sa famille. En remettant les clés, le ministre Adama Diawara a invité les étudiants à plus de responsabilités. L'investissement lourd et coûteux mis à la disposition donc, du monde universitaire. Donc je demande à tous les acteurs de notre sous-secteur, de l'enseignement supérieur, de prendre soin de ces objets, de ces instruments que nous sommes mis à disposition. J'ai pris par exemple le cas du Wi-Fi. Il n'est pas question de venir faire sur ce Wi-Fi autre chose que ce qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'en est pas question. Tout comme les chambres, c'est des joyaux qu'on met à leur disposition. Les travaux de construction des résidences et du restaurant universitaire de Korogo ont été effectués dans le cadre du PDU, programme de décentralisation des universités de Côte d'Ivoire. En se rendant dans l'ouest du pays, renouvellement du parc automobile, le gouvernement soulage les transporteurs des régions du Cavali et Guémont. La ministre Anne-Désirée Ouloto remet 29 véhicules à ces transporteurs. Issa Tchonayo. 29 véhicules flambant neufs. C'est le don du gouvernement aux transporteurs des régions du Cavali et du Guémont. Un geste qui s'inscrit dans le projet de renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire. Ce sont des centaines de familles aujourd'hui qui sont heureuses à travers ces quelques bénéficiaires de cette première tranche donc, de camions de transport mis à la disposition de ces transporteurs. Je ne peux que être en joie en ma qualité de présidente du conseil régional du Cavali. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. C'est dit aux chauffeurs, à tous nos chauffeurs d'aller doucement. La honte n'est pas bonne. Que demain on dise, le véhicule qu'on vient d'attribuer, il y a un qui a cassé le pinet, il y a un qui a frôlé un camion. Donnons des conseils à nos chauffeurs pour qu'on puisse conserver ce joyau qu'on vient de nous offrir. Cette cérémonie a été l'occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de féliciter son collègue des transports, Amadou Koné, pour le suivi de cette première phase du projet. Un projet qui vise à l'amélioration des conditions de travail des transporteurs et le confort du voyage pour la population. Le secteur du transport comme agricole qui n'échappe pas à l'impact de la Covid-19. Pour le voir, je vous emmène dans une autre région, la Marawi, dans la ville de Bonan. L'activité économique retrouve son souffle. Presque toutes les fermes ont mis la clé sous le paillasson. Seulement 3 qui fonctionnent avec plus ou moins de réussite. En attendant un financement, Ali, que vous allez voir, prend des initiatives pour relancer son affaire. Portrait d'un jeune aviculteur face au défi de la Covid. Voici le dossier de Jana Toubé. Depuis 2014, Ali s'est installé dans la ville de Bonan où il est propriétaire d'une ferme avicole. Il a connu des vertes et des pas mûres dans la gestion de son entreprise. Mais pour ce jeune homme de 40 ans, rien n'a été aussi dur que ces derniers mois, au cours desquels son activité a connu un ralentissement et aujourd'hui bat de l'aile à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis le début du coronavirus, tous les restaurants, les maquis, tout était fermé. Donc ça fait que notre activité était arrêtée. On avait 9000 poulets. Aujourd'hui, on se retrouve à seulement qu'avec 1000. C'est très très difficile. Dans la ferme d'Ali, des poulets, des pintades, des canards et des dindes. Le personnel de la ferme a été réduit de moitié et l'agriculteur a abandonné bien de projets en cours dans le cadre du développement de ses activités. Aujourd'hui, cap est mis sur la relance à travers la diversification de l'offre, comme la fabrique d'aliments de volaille, la formation des jeunes au métier d'agriculteur et la création d'un produit maison. Nous avons des poulets spéciaux issus de plusieurs croisements. Ces poulets-là, vous ne les verrez pas dans d'autres fermes. Nous sommes en train de les multiplier et voir ce que ça va donner. Ali a voulu développer, promouvoir l'élevage ici, pour que ceux qui sortent des parcs, là, des paysans, là, ils aient une activité à faire. Il a essayé de trouver une machine pour pouvoir vraiment nous aider à produire des aliments moins chers sur place à Bonan. Mais malheureusement, avec la crise du corona, tout a pris un coup. Dans la ville de Bonan, on dénombre plus d'une dizaine de fermes avicoles et pas une seule n'a échappé à l'impact du coronavirus.
Il y a ceux qui s'accrochent et ceux qui ont mis la clé sous paillasson, comme ici au quartier Brosa résidentiel. L'activité dans cette exploitation détenue par une dame est à l'arrêt et la ferme abandonnée, dans le silence des broussailles. Cette cultivatrice exploitant un lopin de terre à proximité est la seule trace de vie qui reste de l'endroit. Dans le même quartier, nous sommes conduits dans une ferme voisine et un peu plus loin sur un autre site d'élevage de volailles. Là encore, le bruissement des hautes herbes et des plants de maïs a remplacé le son de vie dans la ferme distillée indifféremment par les poulets, pintades, canards et dindons qui peuplaient l'endroit. Les agriculteurs de Bonon, dans leur majorité, cherchent un financement pour la relance de leur activité. Et dans ce processus, le projet Agir pour les jeunes est pour cette catégorie d'agriculteurs une opportunité. Nous avons des financements qui sont plafonnés pour les projets individuels à 1 million et pour les projets collectifs à 2 500 000. Nous avons des financements dédiés à ce que nous appelons les MPE, les micro et petites entreprises, qui vont jusqu'à hauteur de 5 millions. Et il y a maintenant des grands financements qui vont même jusqu'à hauteur de 50 millions pour des grands projets structurants. Moi, je prenais au moins 40 ou 50 plaquettes par jour. Mais actuellement, je suis obligé d'aller jusqu'à Bofle ou soit Dalois. Je viens d'arriver avec 15 plaquettes. Donc ça nous fatigue. Ce tenancier de kiosque au centre-ville de Bonon fait partie des nombreux clients de la ferme d'Ali, dont le circuit de distribution s'étend jusqu'à Boiflé et Dalois. Il y a ceux à qui sa ferme livre les œufs et les autres la volaille. Grossistes comme détaillants, à l'image de cette tenancière de maquis à Bonon ou ces spécialistes de poulet braisé à Dalois. Clients fidèles, occasionnels ou potentiels, avec qui de nouveaux rapports sont envisagés. Dès que nous on prend poulet de chair, on prend, quand on finit d'abord, on peut dire il faut venir demain. Souvent même, tu viens demain, il n'y a pas l'argent. Et puis ça, tu vas attendre l'autre jour encore, voilà la palabre qui vient. La livraison des poulets, c'est un peu difficile parce que souvent, quand il n'y en a pas, on va à Boiflé. Pour le moment, le marché n'a pas démarré totalement d'abord. Donc, un peu qu'on prend là, on se défend avec. À Bonon, la demande en œufs frais et volailles est de plus en plus forte et l'offre est trop faible pour la satisfaire. Et du coup, notre jeune agriculteur réalise d'urgence à trouver un financement pour relever son offre. Il faut simplement approcher l'agence emploi jeune. Il faut venir avec déjà son plan d'affaires s'il existe pour des projets soit en création ou en développement, sans discrimination. Bientôt les fêtes de fin d'année et Ali se prépare comme il peut à affronter la demande du marché en œufs et volailles. Les bénéfices de cette vente seront réinvestis dans la réhabilitation des bâtiments et dans divers travaux à réaliser pour doper le volume des activités de sa ferme. C'est ce combat pour le relèvement économique qu'il mène en attendant le financement tant espéré du projet Agir pour les jeunes. À Bonon, portrait d'un jeune agriculteur face aux défis de la Covid, c'était un sujet de Eugène Atoubé. Vivement donc la fin de cette crise sanitaire qui n'épargne aucun secteur. On se mobilise pour observer les gestes barrières. Voici les chiffres de ce mardi. 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 699 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 15 guéris et pas de décès. À la date du 20 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 342 cas confirmés, dont 20 044 personnes guéries, 121 décès et 177 cas actifs. Dans le nord du pays, inauguration de la première partie rénovée du centre hospitalier régional de Korogo. Ce sont 17 bâtiments qui abritent les services de réanimation, d'urgence, de blocs opératoires, de maternité et de pharmacie. Un CHR équipé de matériel de dernière génération, nous dit Ami Sissoko. 17 bâtiments flambant neufs. Ils abritent essentiellement les services de réanimation, d'urgence, de bloc opératoire général et obstétrical, les salles d'hospitalisation, une maternité et une pharmacie, entièrement mises aux normes sanitaires internationales. Des édifices qui redonnent un visage reluisant au centre hospitalier régional de Korogo, CHR, qui date de 1978. Nous l'avons visité
Celui qui était avec moi ce jour nous a dit, mais c'est comme si on était à Paris. Parce que lorsqu'il regarde les installations, les infrastructures, les salles qui sont très bien équipées, on pense vraiment à un hôpital en Europe. Ces édifices constituent la première phase du projet de réhabilitation du CHR de Korogo. La réalisation, l'équipement et la maintenance du matériel sont assurés par un groupement d'entreprises ivoiriennes. Le groupe SNEDAI se tiendra prêt à assurer sans faillir les missions que voudront bien lui confier le gouvernement, apportant ainsi sa pierre à l'édification d'un système de santé publique de grande qualité pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Le CHR de Korogo servira d'hôpital de référence de deuxième recours aux hôpitaux généraux de Sinématiali, Dikodougou, Mbengue, Ferke, Kong, Bundiali et Kouto. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces travaux pour permettre aux populations de bénéficier de soins médicaux de qualité. Un programme qui s'inscrit dans le prolongement de la couverture maladie universelle. Les services rénovés du CHR de Korogo, dont la capacité d'accueil monte à 204 lits, en attendant les hospitalisations de médecine et de pédiatrie, sont dotés d'équipements ultramodernes de dernière génération, tels le scanner, les radios numériques, les radios panoramiques, les salles opératoires et même des lits d'hospitalisation télécommandés. Inaugurant officiellement l'ouvrage, le ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a souhaité l'implication de tous dans l'entretien de ce joyau sanitaire. Avec lui, le ministre des Sports, Claude Paulin d'en haut. Mesdames et messieurs les professionnels de la santé, avec le relèvement des plateaux techniques engagés, le gouvernement ne peut espérer qu'une seule chose à présent: votre attachement au travail, votre amour du prochain, votre professionnalisme tout court. Aux populations de Korogo, le Premier ministre vous invite à prendre soin de ces locaux. À terme, le CHR de Korogo aura un plateau technique comparable à celui des CHU. Une faculté de médecine est même prévue à Korogo, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain initial de cette cérémonie et initiateur de ce projet. On reste en santé. Souvenez-vous, il y a un mois, l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville donnait la chance à 10 enfants atteints de surdité profonde de bénéficier d'une implantation cochléaire. Aujourd'hui, l'opération achevée, place au test. Nous avons rencontré au sein de cet hôpital le petit Abdoul, qui peut aujourd'hui entendre des sons grâce à cet appareil posé sur son oreille. Une joie immense pour ses parents et ceux des 9 autres enfants qui ont subi cette opération. On le voit avec Sephora Zegui. Abdoul, 5 ans, souffrait d'une surdité profonde depuis sa naissance. Il y a un mois, le petit garçon a subi une opération chirurgicale grâce à une subvention de la première dame Dominique Ouattara et de quelques partenaires de l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville. Un implant cochléaire lui a été posé à l'oreille. Grâce à cet appareil, Abdoul peut désormais entendre des sons. Il a rendez-vous cet après-midi avec Samia, technicienne en implantation cochléaire. Samia va connecter l'appareil d'Abdoul à son ordinateur pour effectuer un test. Sur notre implant, on a toutes les électrodes qui fonctionnent. Et en plus de ça, j'ai de bonnes réactions de sa part. Donc c'est une réussite à 100%. Maintenant, il va falloir faire des réglages. Et ensuite, il va falloir que les parents emmènent leur enfant en orthophonie. Et aussi que les parents fassent des activités avec leur enfant à la maison pour lui apprendre à parler. Le test a terminé. Draman, le père de Abdoul, peut pousser un ouf de soulagement. Pour la première fois, il peut voir son fils réagir à des sons. C'est des sentiments de joie qui m'animent déjà. Parce à voir que votre enfant, depuis comme on l'avait dit, ne réagit même pas à des sons, qui n'arrive même pas à communiquer, à jouer normalement comme les autres enfants. Et déjà, on pense déjà que cet enfant ne pourra pas aller loin. Ne pourra pas avoir un avenir meilleur, en fait, puisque si on n'arrive pas à parler dans notre société aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. Et déjà, c'est vraiment une joie pour nous. Comme Abdoul, 9 autres enfants ont bénéficié de cette implantation cochléaire. Un soulagement pour Étienne, père d'une fillette de 4 ans. Du jour, depuis l'annonce de ce que notre fille
avait perdu l'audition jusqu'à il y a un mois où elle a bénéficié de la première opération. Nous avons vraiment traversé d'intenses moments de difficultés, de stress et d'angoisse. Et aujourd'hui, sinon depuis hier où elle a reçu maintenant son appareillage et ses premières réactions quant au bruit et au son, nous sommes vraiment contents, nous sommes très contents. Ce test est la deuxième étape d'un périlleux processus d'implantation cochléaire. Le test réussi, l'enfant devra s'adapter à tous les bruits qu'il entendra. La troisième étape serait qu'il s'accoutume à tous les bruits qu'il va entendre, tous les bruits environnants, qu'il n'en ait pas peur, surtout puisque c'est la première fois qu'il les découvre. Et ensuite, que cette audition qu'il a recouvrée lui permette de développer un langage oral comme tous les autres enfants. Un implant cochléaire est une technologie médicale avancée, différente d'une aide auditive. Il peut traiter les surdité les plus sévères. Jusqu'à aujourd'hui, 32 enfants ont pu bénéficier d'un implant cochléaire grâce à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. La bonne santé, c'est aussi l'accès à l'eau potable dans la région du Gontougou, des villages dotés de forages et d'ambulances. Un don du directeur général des douanes. Il entend ainsi contribuer au bien-être des populations. Herman Yamien. Flakiadougou et Tefroudou, deux gros villages de la région du Gontougou, peuplés respectivement chacun de 20 000 et de 16 000 âmes. Ces deux villages, bien que bénéficiant de l'électrification rurale, rencontrent cependant d'énormes difficultés quant à l'approvisionnement en eau potable. Les forages dont disposent ces deux localités sont largement insuffisants pour satisfaire les besoins des populations. Sensible à leurs difficultés, le directeur général des douanes approché par les populations vient d'offrir 2 forages à Flakiadougou et 1 à Tefroudou pour améliorer leurs conditions de vie. Vraiment, on souffrait beaucoup. On ne gagnait pas de l'eau. Chaque jour, à 4 h du matin, nous sommes dans les bas-fonds pour chercher l'eau. Vraiment, aujourd'hui, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente et que je dis merci. En plus des forages, le général Pierre Da a également offert aux populations une ambulance flambant neuve pour les 2 villages, 2 tricycles, 2 motos, 400 chaises, 4 pulvérisateurs et des produits phytosanitaires. Nous faisons cela pour les populations parce que le président de la République nous a demandé d'être solidaires avec nos populations. Nous ne faisons que répondre, sinon agir et suivre les conseils du président de la République. Les populations ont des besoins. Elles ont exprimé des besoins. Nous essayons de les satisfaire. L'un des vœux les plus chers des populations est l'érection des 2 villages en sous-préfecture et aussi en commune rurale afin d'impulser le développement de leur localité. Ils ont décidé de revenir au pays. 12 réfugiés au Togo ont regagné la Côte d'Ivoire hier après-midi. Ces personnes sont parties lors de la crise post-électorale. Un retour possible grâce à la collaboration au commissariat pour les réfugiés et le ministère des Affaires étrangères. Moussa Konaté. 12 personnes, 2 adultes et des enfants. Ces Ivoiriens réfugiés au Togo depuis quelques années regagnent le pays ce lundi 19 octobre. Leur retour a été facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Direction d'aide et assistance des réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Vous savez bien que depuis la maladie à coronavirus, les frontières sont fermées, hermétiquement fermées. Et le gouvernement a fait des efforts pour ouvrir ce couloir humanitaire et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement togolais pour leur collaboration qui a permis de faciliter ce retour. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir le gouvernement afin que votre réintégration soit durable, se passe de la meilleure façon possible et nous restons avec la DARA à votre écoute pour essayer de gérer tout ce que vous pourrez nous soumettre et essayer aussi de trouver avec vous des solutions. Selon le HCR, plus de 21 000 réfugiés sont toujours dans des pays d'accueil, notamment au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali et au Togo. À ce jour, plus de 273 000 réfugiés ivoiriens sont rentrés au pays. En sport, le club Sol FC d'Abobo ne craint plus pour ses déplacements. Le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, offre un quart à la formation sportive. Une joie pour les dirigeants de cette équipe qui évolue en Ligue 1. Des détails avec Patrick Dadier. Le parc auto de Stade Olympique, football club d'Abobo, Sol FC, équipe de football de Ligue 1, s'agrandit avec l'acquisition d'un quart flambant neuf. Ce joyau, d'un montant de 30 millions de francs CFA, est un don du Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ce quart,
d'une capacité de 33 places et aux couleurs du club est assez confortable avec une climatisation de haute gamme. Réceptionnant la clé des mains du donateur, qui n'est pas son premier geste, Sanogo Suleiman, président fondateur de Sol FC, s'est dit très comblé, car ce véhicule vient à point nommé. Il servira au ramassage des athlètes dans le district d'Abidjan. Au nom du bureau exécutif et l'encadrement technique et les joueurs et tous les supporters et sympathisants de l'équipe de Sol FC d'Abobo, je dis un grand merci à M. le Premier ministre, maire de la commune d'Abobo, d'avoir offert un don ce soir à l'équipe de Sol FC. Sol FC rejoint progressivement le cercle fermé des clubs professionnels ivoiriens parce qu'il dispose déjà d'un siège, d'un terrain d'entraînement et maintenant d'un quart. Dans le reste de l'actualité en Guinée, la compilation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle se poursuit. Des heurts ont éclaté dans la capitale guinéenne après que Cellou Dalein Diallo a revendiqué la victoire. Actuellement, la situation est calme, en tout cas sur la route qui traverse les quartiers réputés favorables à l'opposition. Dans ces endroits, la soirée de lundi a été marquée par des violences juste après les scènes de l'IS. Le calme semble également revenu en région forestière. Les chefs des missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO jugent que la présidentielle s'est déroulée de manière régulière. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognon ce soir. Le sage pense que si tes pieds t'ont éloigné d'une affaire, n'y mets pas ta bouche. Dieu voulant, on se retrouve demain.